Alors bonjour Monsieur Benedetti, nous sommes à la veille de l'acte 15 et après 3 mois de mobilisation, pourriez-vous nous faire le point sur la révolte des Gilets jaunes? Oui, 3 mois, ce n'est pas rien. Cela démontre que la révolte des Gilets jaunes n'est pas qu'un mouvement social, c'est plus qu'un mouvement social. C'est la révolte du peuple qui n'en peut plus. Si cette révolte au début était assez désespérée, nous avons l'occasion de le dire, d'en parler. Rapidement, l'état d'esprit avait évolué vers une forme de joie, joie de se retrouver ensemble sur les ronds-points, joie de se retrouver dans les manifestations, joie aussi de faire partie d'un tout et le gilet jaune a une valeur plus que symbolique. C'est comme un uniforme qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul, mais que avec ceux qui sont à côté de vous, revêtus de jaune, vous formez justement le peuple, un peuple. Et souvent, les Français ont eu tendance à l'oublier tant ce pays s'est transformé en conglomérat d'individus, conglomérat de communautés, et il n'avait plus la perception d'une forme d'unité nationale. Nous ne sommes plus dans cet état d'esprit avec la répression, la prison, les corps déchiquetés par ce que j'appelle le LBD, les lanceurs de balles destructives. Eh bien, nous sommes dans un moment de gravité. Et le combat est dans une dimension de guerre de position aujourd'hui. Chacun des deux camps, nous les Gilets jaunes et le pouvoir, campant sur ses positions. Et ça, on peut le considérer comme un acquis, parce que lors de notre dernier entretien, lors de notre dernière conversation, je vous avais dit qu'il était important d'être et de durer, de maintenir la corde tendue. Et ces mobilisations, malgré la propagande du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui prétendument affirme qu'il y a de moins en moins de monde chaque samedi dans les manifestations, ce qui est contredit par la réalité des faits. Eh bien, cette mobilisation constante maintient une pression sur le pouvoir. Donc ceci est quelque chose d'important, même si, comme nous l'avions prévu, le mouvement des Gilets jaunes se retrouve dans une impasse aujourd'hui. Une impasse parce qu'elle n'a pas voulu, cette révolte, faire de la politique, parce que, comme souvent, eh bien, ceux qui donnent le tempo de la mobilisation, eh bien, s'attachent aux conséquences et ne vont pas aux causes du mal, en remettant en cause justement le système dans son entier, et puis en brandissant le RIC, qui certes peut être un moyen institutionnel, mais en aucun cas constitue une fin, puisque la fin de la révolte, c'est que les Français redeviennent maîtres de leur loi, que les Français redeviennent maîtres chez eux. C'est ça la finalité de cette révolte, qui a commencé sur le pouvoir d'achat, mais qui exprimait, au-delà des revendications matérielles, financières, un grand ras-le-bol du système menteur, un grand ras-le-bol du système oppresseur, un grand ras-le-bol de ce système qui était plus préoccupé de coteries minoritaires que des intérêts du peuple et des intérêts de la communauté nationale. Donc nous en sommes là avec une guerre de position, les Gilets jaunes qui sont dans une impasse, mais une mobilisation qui est constante. Le problème aussi où nous sommes confrontés après ces 3 mois de mobilisation, eh bien, c'est d'une infiltration de la gauche et de l'extrême gauche dans les cortèges,
des Gilets jaunes, alors que les médias et le système prétendent que les Gilets jaunes seraient infiltrés par ce qu'ils appellent l'ultra-droite et qu'ils nous désignent nommément. Alors justement, on vous a beaucoup vu dans les médias qui dénonçaient une infiltration de l'ultra-droite dans le mouvement des Gilets jaunes. Qu'en est-il réellement? C'est de la fumisterie. Non seulement c'est de la fumisterie, mais cette accusation de l'infiltration des Gilets jaunes par l'ultra-droite permet une infiltration bien réelle de l'extrême gauche chez les Gilets jaunes. Si vous voulez, quand le mouvement des Gilets jaunes a émergé le 17 novembre. C'est un mouvement, bien évidemment, qui est national, qui est très social, mais qui est aussi patriote. Et l'extrême gauche s'est retrouvée comme sidérée par l'apparition d'un mouvement de revendication sociale qu'il ne maîtrisait pas. Après cet effet de sidération passé, ils ont longtemps couru après les Gilets jaunes, cette révolte des Gilets jaunes, jusqu'à essayer à l'acte 5, souvenez-vous, de lancer une mobilisation, puisque tout à la fois la CGT a appelé à rallier les cortèges, et souvenez-vous, Mélenchon avait déclaré sa flamme à Éric Drouet, le porte-voix le plus charismatique des Gilets jaunes. Mais ils ont longtemps couru à côté de cette révolte, de ces manifestations, sans jamais les rattraper. Avec le mouvement qui s'est inscrit dans la durée, et suite à une répression terrible du pouvoir policier de la gueuse, du système en place, eh bien, il y a moins de provinciaux dans les manifestations à Paris. Et ce qui donne cet effet, comme un effet de loupe, d'une infiltration prétendument d'ultra-droite, c'est-à-dire nationaliste, ou d'extrême gauche réelle dans les mouvements, ce sont les manifestations parisiennes. Et il est difficile, vous savez que les Gilets jaunes est un mouvement provincial, un mouvement périurbain, ce n'est pas un mouvement parisien, même si intelligemment Drouet appelait à manifester à Paris, parce que nous sommes dans un État-nation, la France est un État-nation très centralisé, et le pouvoir étant à Paris, tout ce qui se passe à Paris revêt une importance bien supérieure à aux mobilisations en province. Et donc, les déplacements étant coûteux pour les militants de province, la répression se durcissant dans les cortèges, eh bien, de nombreux provinciaux n'ont plus fait les déplacements à Paris. Et donc aujourd'hui, les mobilisations des différents actes dans les rues parisiennes se fait autour des Parisiens et de la région parisienne et de l'Île-de-France. Donc il y a moins de monde en effet dans les cortèges, ce qui facilite une infiltration au sein de ces manifestations. Donc l'extrême gauche, n'ayant pas réussi à phagocyter le mouvement, a décidé de l'infiltrer, a encouragé les militants syndicaux et les militants politiques à entrer dans les manifestations pour après attirer sur le terrain de l'extrême gauche, sur les mots d'ordre de l'extrême gauche, sur les modes d'action de l'extrême gauche, les gilets jaunes. Et vous avez bien vu, ça a été l'appel à la grève générale le 5 février, qui a été un fiasco, bien évidemment. Grève générale qui est typique d'une mobilisation de l'extrême gauche, subversive, qui a été un échec, qui a connu un échec retentissant, parce que bien évidemment, on ne peut pas demander à des gilets jaunes qui se mobilisent pour leur pouvoir d'achat de
multiplier les journées de grève qui sont autant de pertes financières sur leur salaire. Et puis nous avons vu aussi preuve de l'infiltration de l'extrême gauche chez les Gilets jaunes, tous ces porte-voix en randonnion faisant le salut communisant point tendu, avec par exemple ce qui concerne Éric Drouet, Raquel Garrido, qui est une des porte-paroles de la France insoumise. Il y a aussi les manifestations qui sont gangrénées sur le terrain par des mobilisations violentes des militants des Black Blocs et des Antifa qui agressent tous ceux qui n'ont pas n'ont pas le malheur de penser comme eux. Vous avez vu que j'ai été le premier agressé le 1er décembre par un commando d'Antifa. Mais aujourd'hui, la liste s'est allongée avec l'agression du reporter Jimmy d'une agence de presse indépendante qui avait eu l'outrecuidance pour ces gens-là de se présenter sur une liste Front National ou à une candidature du Front National. Et puis aussi l'agression de Vincent Lapierre à Toulouse, et dont la présence dans les cortèges parisiens est menacée en permanence par ces Khmers rouges là qui sont très violents et qui ont totalement dénaturé le sens des manifestations. Vous avez aussi le slogan que l'on entend dans les manifestations, qui n'est pas du tout un slogan des Gilets jaunes: tout le monde déteste la police. Et alors qu'on a assisté en province au début du mouvement à des fraternisations entre les gendarmes et les Gilets jaunes. Donc les médias vendent aujourd'hui une prétendue infiltration de l'ultra-droite dans les Gilets jaunes, en ne comprenant pas une chose, c'est que nous sommes, nous, des Gilets jaunes. Nous sommes des Gilets jaunes non seulement de la première heure, puisque en ce qui me concerne, si j'ai raté les 2 premiers actes, puisque j'étais à l'étranger, j'ai participé à près de 70% des mobilisations à Paris et en province. Et puis, du point de vue de l'esprit, nous sommes des Gilets jaunes parce que nous aspirons à plus de liberté. Nous voulons respirer tout simplement avec un État tentaculaire, oppresseur, qui nous empêche de rouler, qui nous empêche de travailler et de pouvoir jouir du fruit de son travail, qui nous empêche même de nous exprimer, puisqu'on se retrouve devant les tribunaux. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un politicien professionnel. En 35 ans de militantisme et d'engagement politique, j'ai vécu 2 ans de la politique quand j'étais embauché au sein du conseil régional Rhône-Alpes. Donc, je le répète, je l'ai beaucoup dit, les Gilets jaunes ne peuvent pas être récupérés parce que les Gilets jaunes, c'est la droite et la gauche, c'est au-delà de la droite, au-delà de la gauche, c'est le peuple dans son ensemble en révolte, qui ne supporte plus l'oppression de la gueuse et qui veut pouvoir redevenir maître chez lui et participer à la politique et à la destinée du pays. L'acte 14 a été marqué par l'agression de Winkelkraut et par la dénonciation d'un prétendu antisémitisme. Quel est votre avis là-dessus ? Alors là, on nage vraiment en plein délire. Le système a depuis le début essayé de discréditer le mouvement des Gilets jaunes en le confondant avec ce qu'il appelle l'extrême droite. Souvenez-vous, ça a déjà été les Gilets jaunes lepénistes, les accusés, Benjamin Griveaux ou Castaner, Marine Le Pen, de manipuler les manifestants et d'appeler à manifester. Après, ça a été les Gilets jaunes fascistes. Hein, la menace fasciste. Je dis bien fasciste et pas fasciste, puisque dans leur bouche,
ça a toute la connotation péjorative. Là, ils sont sur la dernière ligne de défense qui est le chantage à l'antisémitisme. C'est une ligne de défense qui est solide parce qu'au-dessus de tout ça, il y a le conditionnement de la religion choatique. Mais c'est la dernière ligne, donc si ce verrou vient à sauter, le pont-levis va s'abaisser et la route sera libre. Donc c'est très dangereux pour eux. D'autant plus qu'ils jouent avec le feu. En confondant tout le peuple juif avec ces représentants autoproclamés de la communauté que sont ces associations du judaïsme politique, du CRIF, de la LICRA, du l'UEJF qui est intervenu dans une faculté pour faire renvoyer le professeur Eliatem, eh bien, il y a une confusion entre le système dans son entier, la Gueuse, et l'ensemble des Juifs de France, ce qui peut être dangereux pour eux. Ils devraient se désolidariser pour les plus patriotes, pour les plus intelligents, de ce judaïsme politique, dénoncer ce judaïsme politique qui est une idéologie, parce qu'on met en avant Ivan Benedetti comme l'antisémite officiel, comme épouvantail. J'aurais dit que je suis antisémite, anti-juif et antisioniste. Alors je rappelle que c'était des propos humoristiques tenus devant une étudiante en école de journalisme de Lille, qui est l'une des pires des écoles journalistes en France, pour faire de l'humour en sous-entendant que j'étais vraiment l'affreux au sein du Front National, puisqu'à l'époque j'étais dans le Front National. Alors, ce que je fais, c'est la distinction entre le judaïsme politique, qui est une idéologie, et de ce qui est le prétendu antisémitisme, qui serait le fait de s'en prendre à des personnes. C'est totalement différent. D'ailleurs, j'appelle les juifs à sortir du judaïsme politique et à se rallier à la communauté nationale en pratiquant un patriotisme et en servant les intérêts de la nation et non pas des intérêts communautaires ou des intérêts d'un petit peuple, d'un État illégitime au Moyen-Orient. Parce qu'il y a une confusion grave entre antisémitisme et antisionisme. Déjà, faut-il se poser la question sur ce que serait l'antisémitisme? Parce que la définition a bien évolué depuis le début du XXe siècle ou la fin du XIXe, où la question s'est posée avec une grande acuité. L'antisémitisme serait des gestes, des propos ou une politique à l'encontre des sémites. Et dedans, on y met les Arabes qui s'opposent à la politique d'Israël et qui luttent justement contre le judaïsme politique, qui sont aussi des sémites. Donc vous voyez la confusion. Alors on nous a brandi, on nous a jeté à la gueule des statistiques qui ne veulent strictement rien dire, des 74% d'actes antisémites en plus cette année. Alors j'ai regardé un peu de quoi il en retournait. En fait, déjà, sur le relevé des actes antisémites, ça ne relève d'aucune rigueur, puisque c'est un aller-retour entre les associations communautaires, le CRIF, et le ministère de l'Intérieur pour relever des actes prétendument antisémites à l'encontre de personnes dont, je vous rappelle, il est interdit de procéder au recensement, puisqu'en France, il est interdit de définir quelqu'un par rapport à son origine ethnique ou par rapport à ses pratiques religieuses. Donc vous voyez déjà toute l'ambiguïté. Ensuite, ce sont des chiffres qui ne veulent un peu rien dire parce que d'une année à l'autre, ils varient beaucoup. Je suis remonté aux statistiques de 2009
Déjà en 2009, le système prétendait, le ministère de l'Intérieur prétendait qu'il y avait eu 832 agressions. En 2010, c'était tombé à 466, presque la moitié. En 2011, 389. En 2012, 614. En 2013, 423. En 2014, 851. Vous voyez le bon, là, ça double presque. 2015, 808. En 2016, 885. 2017, c'était effondré à 311. Pour remonter en 2018 à 541. Alors, de 311 à 541, j'ai fait quelques études en sciences et en mathématiques. Si je calcule 311 à 541, ça fait jamais 74%. Ça fait entre 50 et 60%, comme ça, à vue de nez. Le record des actes antisémites, selon eux, ou prétendument antisémites, c'était en 2004, 974. Donc vous voyez que ces statistiques ne reposent sur peu de choses. Les médias, même les médias officiels, disent que ils sont plutôt aléatoires. Donc en fait, il y a une manipulation des chiffres pour en arriver à agiter le chiffon jaune des gilets jaunes contre une étoile jaune pour nous faire croire à un regain d'antisémitisme. Alors, il y a des actes. Dans ces actes antisémites, ils intègrent les tweets que nous pouvons faire les uns, nous pouvons rédiger les uns et les autres contre le judaïsme politique ou contre Israël, tout est confondu. Il y a eu des croix gammées sur des boîtes aux lettres. Vous pensez que c'est un drame. Des cimetières avec des inscriptions, là encore, de croix gammées. Il faut être prudent en la matière, puisque je vous rappelle que le dernier cimetière qui avait été profané en Alsace, eh bien, l'avait été par un militant de Antifa, de bonne famille bourgeoise du coin. Hein, donc entre les provocations, entre les actes d'une jeunesse désœuvrée ou suite à une politique de 2 poids 2 mesures qui est menée au Moyen-Orient par un certain État, eh bien, tous ces actes sont peu de choses, surtout qu'en y faisant de la grande publicité, il y a une forme de mimétisme. Ça ne vous a pas échappé qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incendies criminels, parce qu'en faisant de la publicité sur des événements comme ça, eh bien, ça a une influence sur les petits esprits. Ce qui est à noter, c'est que depuis le début du mois, 5 églises ont été profanées, dont les tabernacles ont été forcés, des hosties ont été jetées dans des excréments, et que je sache, aucun représentant du système, de la gueuse, n'est monté au créneau pour crier son indignation. En 2017, 978 lieux de culte ont été saccagés ou profanés. Et bien sur ces 978 lieux de culte, 878 étaient des églises ou des cimetières chrétiens. Donc là encore, on voit le 2 poids 2 mesures. Quand vous pensez que pour quelques graffitis en région lyonnaise, eh bien, ils ont déployé 30 gendarmes pour mener l'enquête. C'est proprement stupéfiant. Hier, j'écoutais le discours de Macron au dîner du CRIF. Les bras m'ont tombé. Les bras m'ont tombé. On n'a pas assisté au discours d'un chef d'État souverain, mais plutôt d'un commis totalement halluciné d'ailleurs, fanatique, un commis du philosémitisme. Parce qu'en fait, c'est ça.
L'antisémitisme, c'est ça. Alors, je ne vais pas reprendre les mots de Desproges qui disaient l'humanité est divisée en deux, les juifs et les antisémites. Mais tout de même, celui qui ne professe pas un philosémitisme public ou un philosémitisme engagé, eh bien, est suspecté d'être antisémite. Hein. C'est même suspect d'être suspect d'antisémitisme. On en est à un point là, ça en devient délirant avec la manifestation de mardi où les 14 parties du système institutionnel de la Gueuse appelaient à manifester, et ça ne vous a pas échappé que il y avait une mobilisation communautaire. Et les médias l'ont relevé eux-mêmes, de personnes âgées. Donc on a tendance, on a envie sur cette question, et on est presque obligé de sortir le mouchoir. C'est vraiment la complainte des mouchoirs. Ce chantage à l'antisémitisme est insupportable, insupportable. On voit bien que c'est fait pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, ceux qui édictent des fatwas talmudistes comme les Aziza ou les Bernard-Henri Lévy ont appelé à interdire les manifestations des Gilets jaunes. Et puis nous avons eu aussi le fils prodigue de la Gueuse, le retour du fils prodigue de la Gueuse, en la personne de Manuel Valls. On l'avait presque oublié celui-là, même si j'ai dit que j'irais le chercher en enfer. Enfin, j'ai pas loin à le chercher, là, ça sera plus simple. À Barcelone, puisqu'il est candidat à la mairie de Barcelone depuis qu'il a quitté la queue entre les jambes la vie politique française après sa déboire de la dernière présidentielle, parce que la mairie de Barcelone serait en quelque sorte un lot de consolation pour Valls. Eh bien, Valls a participé à la manifestation contre le prétendu antisémitisme à Lyon, avant de se rendre au stade pour assister au match européen entre Lyon et Barcelone. Et puis, bien évidemment, il est allé ventre à terre au dîner du CRIF pour rappeler son allégeance éternelle à Israël, même si son allégeance à sa femme n'a pas duré. On voit ce que sont les fidélités de Valls, puisqu'il a commencé sa carrière politique, je vous le rappelle, Ratier l'avait dénoncé en soutenant le peuple palestinien. Donc il était au dîner du CRIF et il a été invité ce matin sur RTL, où il a dit qu'il fallait interdire les manifestations des Gilets jaunes et que le pouvoir, le Castaner, le ministère de l'Intérieur, aurait dû dès le début interdire les manifestations des Gilets jaunes. Il en sait quelque chose, lui, puisqu'il avait interdit toutes nos manifestations. Et il était même allé jusqu'à interdire le mouvement que je présidais, l'œuvre française. Donc cet enfant prodigue de la Gueuse, Valls, on ne t'oublie pas. Oui, plus sérieusement, ce chantage à l'antisémitisme ne fonctionnera pas. Il est même dangereux pour eux, puisque en confondant justement l'ensemble du système, c'est-à-dire tous les partis politiques institutionnels et même le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui est allé de sa petite crotte commémorative à la plaque Iliane Halimi. Eh bien, quand le peuple va tirer la chasse, eh bien, le judaïsme politique eh bien, partira avec ce système, avec la Gueuse. C'est pour ça que je fais confiance aux Français pour ne pas tomber dans ce piège grotesque du chantage à la morale, parce que c'est ça l'antisémitisme. Le système, la Gueuse, a substitué à la morale chrétienne, à la morale usuelle, sa propre morale qui découle de la religion shoatique et qui ne souscrit pas à ce culte, eh bien, serait de la pire espèce. Donc,
la mobilisation des Gilets jaunes doit continuer. Il faut qu'ils comprennent que la solution passe par la remise en question du système dans sa totalité, qu'il faut recouvrir notre souveraineté, qu'il faut sortir de l'Union européenne, qu'il faut recouvrer notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique avec la Banque de France, avec le retour du franc, bien évidemment annuler la dette qui a été une dette souscrite par des hommes politiques vendus à l'oligarchie, et qu'il faut redevenir maître chez nous, redonner des portes, reconstruire les portes et les fenêtres à la Maison France pour assurer une plus grande justice sociale chez nous. Pour conclure, selon vous, avons-nous affaire à une manifestation qui risque de s'essouffler ou bien une révolution qui parviendra à ses fins? L'engagement continu des Gilets jaunes depuis 3 mois est un acquis que personne ne peut lui retirer. Le vase a débordé et rien ne peut revenir comme avant le 17 novembre. Il faut bien comprendre que dans la situation d'aujourd'hui, tout a changé. Plus rien n'est comme au mois d'octobre de l'année dernière. Toutes les cartes ont été rebattues. L'état profond qui aujourd'hui est à la manœuvre, cet état profond qui est tout à la fois, je répète, énarchique, médiatique, oligarchique, énarchique avec l'inspection des finances qui est qui est un État dans l'État et qui est l'antichambre de la Banque Rothschild, d'où sortent tous les hommes politiques de ces 10 dernières années, enfin tous les hommes politiques majeurs qui ont compté dans cette 5e République. Un État médiatique, on le voit bien avec ses grandes campagnes, et la dernière sur le chantage à l'antisémitisme, on en a parlé avec toutes les mobilisations des grosses Bertha de la télévision et de la presse du système, et oligarchique puisque ce sont quelques hommes de puissance d'argent qui font cette opinion publique, et ces banquiers qui font les politiques. Donc je suis assez optimiste. Mais pour cela, il faut que nous continuions à nous mobiliser, que nous restions unis. Il faut débarrasser dans la rue et dans les mots d'ordre et la mobilisation des Gilets jaunes, il faut se débarrasser de l'extrême gauche. Il faut se débarrasser de ces chiens de garde du système. Il faut vraiment faire sauter ce verrou aussi, qui est celui de ceux qui se disent antifascistes, qui sont manipulés par les forces de l'ordre, par les forces de répression plutôt, avec à sa tête Castaner pour casser le mouvement. Et puis surtout désigner l'ennemi et les causes de ce mal, qui est la gueuse dans son ensemble. Si nous faisons cela, eh bien, le chemin de la victoire s'ouvriront à nous. L'espérance aujourd'hui, elle est dans la Révolution nationale. Révolution nationale, je le répète, qui s'appuie sur le travail contre la spéculation, la famille contre le transhumanisme et le lobby LGBT, et la patrie, parce que sans le rétablissement de la patrie, sans le rétablissement de la France, nous ne pourrons pas reprendre en main notre destin. Il n'y a que la patrie et un État au service de la nation qui peut mettre à bas cette oligarchie financière et toutes ces coteries minoritaires qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. C'est ce à quoi je vous appelle. Pour cela, il faut constituer une minorité révolutionnaire. Donc, il faut se regrouper ceux qui
au sein des Gilets jaunes sont sur cette longueur d'onde et il faut élargir le front de lutte à tous ceux qui sont favorables à notre combat, mais qui ne sont pas au sein des Gilets jaunes. Je veux parler des paysans, je veux parler des défenseurs de la famille, je veux parler aussi d'une grande partie de notre armée, et puis même, il faut le savoir, une grande partie des forces de l'ordre, surtout dans la gendarmerie. Je ne sais pas si vous avez vu ces statistiques sur le nombre de LBD 40 qui ont été tirés par les forces de l'ordre. Ça va de 1 à 6, 1 à 7 entre la gendarmerie et la police. Et au sein de la police, la grande majorité des LBD ou des grenades qui ont été tirées l'ont été par ces nouvelles unités constituées par la BAC et la BRI qui sont à combattre et à dénoncer, parce que ces gens-là n'ont plus l'esprit de l'institution policière, mais sont de véritables racailles. Donc, c'est ce à quoi j'appelle de mes voeux, élargir le front de lutte, constituer une minorité révolutionnaire, parce que nous sommes rentrés en période révolutionnaire, et seule la rencontre d'une minorité révolutionnaire avec une période révolutionnaire permettra de faire triompher la révolution nationale. J'y crois dur comme fer, et nous continuons à nous mobiliser. Je serai à Paris pour l'acte 15. Aujourd'hui, plus qu'hier, il faut croire en la victoire. En avant les Gilets jaunes, en avant la victoire, maître chez nous.